Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce journal de l'international que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors cette émission est préenregistrée le 12 juillet, elle sera diffusée le 14 juillet. Alors puisque nous serons diffusés le 14 juillet, une petite communication, un petit clin d'œil. Je ne célébrerai pas le 14 juillet 1789 qui a vu la Bastille avec ses 4 faux monnayeurs, ces 2 fous et le marquis de Sales libéré et ce malheureux gouverneur Launay décapité. C'était la première décapitation, c'était la sinistre entrée en matière. 1790, d'ailleurs, faut-il le rappeler, et la commémoration fixée date nationale en 1880 pour les 90 ans, puisque cette fête de la Fédération il n'y avait pas eu de massacre, Dieu merci, ni de décapitation, mais il y avait eu une bouffonnerie générale, puisque la messe était dite par l'évêque défroqué Talleyrand, qui ne savait pas la dire à 40 ans, et qui avait son éminence grise, hein, son âme damnée, l'abbé Louis, qui était sous l'autel et qui lui mimait les gestes de la messe. Donc je ne célébrerai pas cette bouffonnerie. Si vous me permettrez un petit point personnel, le seul 14 juillet que j'ai l'habitude de célébrer, c'est le 14 juillet 1755, parce que en tant que Corse, c'est le moment où le Pascal Paoli, dans le couvent de Casabianca, dans le nord de la Corse, a été désigné sous les auspices catholiques religieuses, général de la nation, et a lancé l'insurrection contre Gênes. Donc la liberté du peuple corse contre l'oppression génoise. C'est le seul 14 juillet 1755 que je célèbre, avec bien sûr la Sainte Camille, qui m'est pour des raisons personnelles très chère. Voilà, chers amis auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui donc celui qui est, vous savez ici, mon commensal, mon acolyte, dans le bon sens du terme, dans le sens des amitiés médiévales, mon cher Pascal Mas qui est conseiller diplomatique, hein, de la République autonome du Tatarstan, et qui est un géopolitologue également d'expérience, puisqu'il nous prépare un livre sur les BRICS qui n'est toujours pas sorti. D'ailleurs, je pense qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 6 émissions, j'aurai le plaisir d'annoncer la sortie du livre qui s'avère très passionnant, mais dense, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore sorti, de mon ami Pascal Mas sur les BRICS. Pascal Mas, bonjour. Bonsoir. Merci François pour cette... J'ai également comme invité, par téléphone également, quelqu'un que vous connaissez très bien sur ces ondes, que vous connaissez sur les médias alternatifs. Il est une figure aujourd'hui du courage politique, de l'indépendance de la pensée. C'est notre ami Pierre-Yves Rougeron, qui est écrivain, essayiste et surtout connu pour être le président et fondateur du Cercle Aristote. Cher Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour François. Cher Pierre-Yves. Alors nous allons commencer par un fait d'actualité Alors nous allons évoquer plusieurs sujets aujourd'hui, notamment de l'actualité internationale, puisque nous sommes dans le journal de l'international. Nous allons parler, bien sûr, j'aurais souhaité parler notamment de ce terrible décès d'Olivier Marleix, et notamment les implications qui sont supposées, notamment, qui avaient occupé notamment sa carrière, notamment sur les ventes, la vente d'Alstom et d'autres qu'il s'apprêtait visiblement à révéler dans un autre livre. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence cette disparition tragique qui pose beaucoup de questions. Ensuite, nous aborderons l'actualité internationale avec notamment la motion de censure contre Ursula von der Leyen qui a été repoussée au Parlement européen, mais qui laisse présager un certain nombre de questions à l'intérieur du bloc européiste qui dirige aujourd'hui l'Union européenne et singulièrement le Parlement européen. Nous parlerons de la politique commerciale de Donald Trump. Nous ferons un point d'actualité comme il est d'usage, notamment sur les 2 conflits actuels dans le monde qui nous concernent de près, c'est-à-dire le conflit en Ukraine et au Proche-Orient. Nous évoquerons également un conflit qui est oublié, mais qui n'en est pas moins particulièrement meurtrier, peut-être même davantage, qui est le conflit dans le Congo, dans l'Est de Congo, qui implique notamment le Rwanda. Mais commençons par un fait d'actualité, puisqu'on a appris, alors c'est un sujet national, mais qui nous menace d'être international, un accord sur la Nouvelle-Calédonie. Alors cet accord, que dit cet accord, eh bien, il crée pour la première fois un État dans l'ensemble français. Alors c'est quelque chose de tout à fait singulier, parce que les États dans l'ensemble français, ça a existé de 1946 à 1958 avec l'Union française, puis de 1958 à 1960 avec la communauté. Et ces États, vous le savez, notamment avec la communauté, avaient la possibilité d'opter pour l'indépendance. Or, on apprend que dans cet accord, d'une part,
il scinde pour la première fois la nationalité française en deux, puisqu'il y aura une nationalité française et une nationalité calédonienne. On sait que dans la conception française, citoyenneté et nationalité sont liées, ça suppose donc une souveraineté étatique, et on sait que le Congrès de Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, a une majorité de 3/5, tout simplement, sans référendum ni quoi que ce soit, pourra décider des transferts, notamment de compétences régaliennes, c'est-à-dire police, justice, diplomatie, défense, ce qui signifie ce qui ni moins en d'autres termes, tout simplement une indépendance. Une indépendance qui est, à mon avis, hélas, si ce projet venait à être appliqué, puisqu'il faudra qu'il passe par le filtre d'une révision constitutionnelle en France, signifierait bien sûr l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, quoi qu'on puisse nous en raconter. Alors, je ne peux pas également ne pas évoquer la sinistre patte de Manuel Valls, vous savez, binational franco-espagnol qui a échoué à se faire élire en France, puis dans le métropole, puis chez les Français à l'étranger, puis à Barcelone, où au passage il a quand même trouvé une très belle dot. Mais Monsieur Valls également paraît quelqu'un d'assez mal placé aujourd'hui pour défendre les intérêts de Français, je le pense, quelqu'un qui s'est toujours assis entre plusieurs pays et cherché du largage, ce qui n'exclut pas également les responsabilités accablantes d'Emmanuel Macron lui-même, qui s'est réjoui de l'accord, qui va recevoir toutes les parties aujourd'hui, mais également du ministre de l'Intérieur qui n'a pas dit mot, et de tout le monde qui semble trouver l'accord. Et puis également, il faudrait parler également des responsabilités des représentants dits loyalistes, mais Pascal Mas, je sais que vous avez des liens particuliers avec la Nouvelle-Calédonie, vous voulez nous expliquer et en parler, et en quelque sorte, si en effet ce processus devait aller à terme, il devrait aboutir à l'indépendance. N'oublions pas qu'en 1985, Edgar Pisani, qui était haut commissaire en Nouvelle-Calédonie, avait déjà un projet qui s'appelait l'Indépendance Association, auquel d'ailleurs, de façon magistrale, Philippe Séguin avait dit: on ne peut pas dire qu'une femme est enceinte ou n'est pas enceinte, et qu'un pays est indépendant ou n'est pas indépendant. C'est une formule qui ne pouvait pas durer. De toute façon, un jour ou l'autre, s'il y a un vote pour l'indépendance, eh bien, tous les liens avec la France seront coupés, puisque ça veut dire qu'il y a une majorité, en tout cas d'indépendantistes, en effet, qui voudraient l'indépendance, et du jour au lendemain, ils rompront bien sûr tous les liens avec la France. Alors Pascal Mas, vous qui avez eu des attaches notamment familiales en Nouvelle-Calédonie, qui connaissez la Nouvelle-Calédonie, quelle est votre analyse notamment sur cet accord qui a été trouvé ? Alors, quand j'ai lu les premiers extraits, parce que c'est un document de 13 pages, quand j'ai lu les premiers extraits, je suis tombé de ma chaise, parce que j'ai vu écrit en toutes lettres nationalité calédonienne et transfert de souveraineté. C'est-à-dire c'est que dans les rêves les plus fous de François Mitterrand et de Michel Rocard, il n'avait même pas été jusqu'à ce point pour pouvoir nier la souveraineté de la France et la volonté des Calédoniens loyalistes de rester dans la République française. En plus, il y a d'autres petites subtilités. Dans la loi fondamentale, il faut intégrer les conseils coutumiers et tout un tas de trucs. Ce qui est déjà fait, ce qui avait été fait par les accords de Matignon et de Nouméa. Oui, mais ce n'était pas en application. Là, ça va être quelque chose... C'est-à-dire que un conseil coutumier va pouvoir renier devant un tribunal la légitimité d'un requérant. C'est-à-dire qu'en vérité, malgré l'habillage qui en a été fait par Manuel Valls et par le Premier ministre et par le Président de la République, c'est ni plus ni moins que l'indépendance reconnue à terme. Pierre-Yves Rougeron, on sait que vous êtes un souverainiste et que là-dessus, sur les questions juridiques, vous n'admettez pas un peu ce qui est entre les deux. Quelle est votre lecture à vous, notamment de cet accord qui est intervenu sur la Nouvelle-Calédonie ? Moi, si vous voulez, je pense que de toutes les façons, il faut remettre ça dans un contexte historique. La France est gouvernée, et là on doit faire appel à la mémoire certainement un des pires Français qui ait jamais vécu, qui est Michel Rocard, qui est d'ailleurs, ce qui me fait à titre personnel, disons, épargner parfois la mémoire de François Mitterrand, c'est d'avoir brisé Michel Rocard politiquement. Qui voulait, de toute façon, ancien porteur de valise du FLN, on ne se refait pas, affaiblir la France. Et en réalité, c'est un vieux camp anti-français qui veut liquider les possibilités maritimes de la France. Il y en avait déjà sous nos rois, vous avez certaines grandes phrases de l'histoire de France, dont une de Richelieu là-dessus, le goût salé des larmes de la mer dont nos rois se sont distraits. Et en réalité... la France ça va être la Nouvelle-Calédonie, mais la France risque à terme de tout perdre
pour entrer dans la volonté profonde des élites françaises, qui est le largage de la quasi-totalité de notre espace maritime et de nos départements et territoires d'outre-mer, pour faire de la France un pays uniquement européen et qui aura vocation à être absorbé par l'ensemble européen qui les fait rêver. Voilà, ce document synthétise une partie de nos pires cauchemars. Il est tout à fait normal, enfin, si vous voulez, un truc qui, paraphé par Valls, accepté par Retailleau, vanté par Macron, tout à fait normal que ça se termine comme ça. Je remarque que tous ceux qui auraient dû porter la voix des référendums, parce que je rappelle qu'il y en a eu la bagatelle de Troyes, ne l'ont pas fait. Bon, voilà, tout conspire à la dislocation territoriale qui débute en Nouvelle-Calédonie, mais vous inquiétez pas, elle ne fait que débuter. Oui, merci. Oui, alors j'ajouterais que concernant Michel Rocard, que Michel Rocard nous avait fait également, je connais quand même bien la question, en 1991, il avait voulu faire inscrire le peuple corse dans la Constitution. Il a même fini par se faire inhumer en Corse parce qu'il avait vu dans la Corse, il s'était fait une petite décolonisation dans sa tête, comme Jospin quelques années après, ignorant quand même que si un pays qui n'a pas été colonisé, c'est bien la Corse, pour une raison, c'est que nous, les Corses, excusez-moi de parler un petit peu de façon personnelle, nous n'avons pas été colonisés, nous avons plutôt été des colonisateurs, puisque nous représentions 0,7% de la population française et 24-25% des cadres des colonies. Il nous parlait notamment soi-disant d'un horrible régime militaire. Il y a eu en effet, c'est vrai, des excès et des exécutions publiques qui sont, à mon avis, pas pardonnables de la part des Français, mais la guerre quand même d'indépendance 1768 entre Pascal Paoli et les Français, selon l'historien Robert Colonna d'Istria, aurait fait au maximum 80 morts, même s'il y a eu notamment des épisodes tragiques comme Panthénove, etc. Donc Rocard, lui aussi, était un spécialiste pour se faire des petites colonisations dans sa petite tête. Voilà ce que je tenais à apporter à votre excellent argument, cher Pierre-Yves Vaugeron. Pascal Mas, vous voulez rajouter ? Oui, avant de conclure sur ce sujet, je voudrais reprendre un aspect intéressant de ce document de 13 pages, c'est les conditions pour pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie. Et que moi, je trouve qu'il serait intéressant de les transposer en métropole. Je précise, pour pouvoir être électeur, il faut être né ou résident depuis 15 ans, dont une année ininterrompue, sur le territoire. Bien, moi, je pense qu'on devrait, à partir du moment où c'est voté pour un territoire qui fait encore partie de la République française, d'abord le faire valider par le Conseil constitutionnel, qui a beaucoup de succès et qui a beaucoup d'idées, ou l'appliquer carrément. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une Rima Hassan, qui n'a pas 15 ans de nationalité française, ne pourrait plus voter, par exemple. Je pense que la gauche, de façon assez curieuse, qui a fait la promotion du droit du sol depuis 1889, je crois, la grande loi sur le droit du sol en France, qui n'est pas d'ailleurs une ancienne tradition, contrairement à ce qu'on raconte, et ce qui était à l'époque encore marginal, eh bien se promeut, elle, le droit du sang. Puisque même, si vous voulez, naissance, elle voulait séparer les électorats, nous faire une sorte d'apartheid électoral qu'elle dénonçait par ailleurs pendant un siècle en Afrique du Sud. On voit que donc la gauche, dans une de ces énièmes escroqueries politiques, a une idéologie variable. Son seul but étant la subversion, la destruction, comme le dit si bien Pierre-Yves Vaugeron, une haine viscérale et maladive de la France. Voilà. Cher Pierre-Yves, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non, ce sujet est suffisamment triste. Par contre, ce que je crains, c'est qu'une fois qu'ils auront réussi ça, on aura de très grosses surprises dans l'adaptation de ce type d'accord en métropole, mais ce ne sera pas ce qu'attend notre ami Pascal Mas. Que je pense, si vous voulez, que quand ces gens auront eu la peau d'un territoire français, d'un territoire français loyaliste, parce que je rappelle quand même que les votes avec un quorum électoral fait pour faire accepter le largage, eh bien, 3 fois ils ont échoué. 3 fois ils ont échoué, alors que nous avons, il faut le rappeler, un système de vote qui exclut nos compatriotes lors des référendums. C'est les accords de Nouméa qui avaient poussé à la roue. Et donc, évidemment, la volonté rocardienne de larguer rapidement. Je pense malheureusement qu'une fois qu'ils auront réussi ça,
ils se diront, vu le peu de résistance qu'il y a eu au largage de la Nouvelle-Calédonie, on va aller beaucoup plus vite dans les autres territoires. Au passage, je terminerai là-dessus, il faut se rendre compte que de ce qui va arriver à nos compatriotes caldoches et à nos compatriotes kanaks. C'est qu'à la minute où la France ne sera plus là, il n'y aura pas la République autonome de Nouvelle-Calédonie, de Kayaki, de ce que vous voulez. Ça sera absorbé entre la Chine et l'Australie, c'est-à-dire entre une puissance qui nous est moyennement hostile quand on voit les données, mais hostile néanmoins qui est la Chine, et une puissance qui, elle, l'est de manière totale et avérée. L'ancien Premier ministre australien avait assuré qu'il contribuerait à éradiquer le français du Pacifique. Et voilà ce qui va arriver à nos compatriotes. Je rappelle que toutes les îles alentours ont été prises, entre autres, dans l'orbite chinoise, et que ce n'est pas pour le bien des populations locales. Donc à un moment, nos amis de gauche vont surtout faire le malheur, y compris des Kanaks eux-mêmes. Oui, bien sûr, quand c'est l'Australie et la Chine qui sont soi-disant en concurrence et en rivalité, mais qui s'entendront comme larrons en foire, en effet, sur la Nouvelle-Calédonie. Merci Pierre. Un dernier mot pour conclure sur cette question, Pascal Mas. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont toujours été à la base de la déstabilisation de la Nouvelle-Calédonie dès les années 75, sont complètement hors course. C'est la Chine et elle seule qui veut faire main basse sur le territoire. Non pas simplement sur le nickel, mais bien sûr sur les eaux poissonneuses et aussi sur les terres arables. Et ils n'ont pas de place, et les Chinois, nous le savons très bien, n'ont pas de place à donner à des universitaires australiens ou néo-zélandais. Donc si la France quitte la Nouvelle-Calédonie, le lendemain, ça devient une colonie chinoise. Merci Pierre-Yves Rougeron, merci Pascal Mas. Nous passons au premier sujet de l'actualité, actualité dramatique, puisque vous savez qu'on a appris le décès tragique d'Olivier Marleix, selon les informations qui auraient été retrouvées suicidé, pendu chez lui. Alors je rappelle Olivier Marleix, j'avais personnellement eu le plaisir de le rencontrer il y a une trentaine d'années, quand il commençait à s'investir dans les milieux souverainistes à l'époque, de Charles Pasqua, de Philippe Séguin, que je fréquentais avec un ami commun, un regretté Géraud Durand, qui était d'ailleurs un grand ami commun. Olivier Marleix alors a été membre des Républicains. Il a été même président du groupe parlementaire LR entre 1922 et 1924. Il s'était signalé notamment par un livre, je crois, qui s'appelle Les Destructeurs. Les liquidateurs, pardon, c'est ça, notamment dans lesquels il émettait une critique très vide, notamment sur la façon d'Emmanuel Macron de diriger le pays. Et il avait également déposé une plainte dans l'affaire Alstom, je rappelle la vente notamment la branche énergie d'Alstom aux États-Unis par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui était alors secrétaire général adjoint à l'Élysée, chargé des questions économiques. Et selon les dires même d'Arnaud Montebourg, qui était ministre du redressement productif de l'industrie à l'époque, avait agi non seulement dans le dos du ministre, mais dans le dos également de François Hollande. Donc François Hollande, c'était pas compliqué quand on connaît la nature assez veule et l'âge du personnage qui avait laissé faire. Arnaud Montebourg était quelqu'un d'assez réactif, il avait quand même posé le problème sur la table. Olivier Marleix, pour lui, était allé beaucoup plus loin, puisqu'il avait déposé plainte pour un pacte de corruption auprès du parquet national financier, 2019 je crois, ou 2020, et d'ailleurs on attend toujours d'ailleurs l'instruction. Il n'y a pas eu, à mon sens, sauf erreur de ma part, notamment une instruction ou des interrogations, des commissions rogatoires ou une information judiciaire, ni même une enquête préliminaire, je crois, a été ouverte. Je ne sais pas s'il en était arrivé au niveau de l'information judiciaire. Toujours est-il que ce décès a causé un grand effroi, a suscité un grand nombre de questions, notamment sur les origines du décès, et qui intervient après un certain nombre d'autres décès, dont celui d'Éric Délaissé, bien sûr. Alors, sur bien sûr le décès d'Olivier Marleix, et puis également sur son action, paraît-il notamment qu'il s'apprêtait en novembre à publier un autre livre. Je ne sais pas si on en verra d'ailleurs la teneur. Pascal Mas, quelle est votre réaction justement sur l'action d'Olivier Marleix et sur son décès tragique ?
Alors moi, je l'ai connu dans des circonstances assez proches des vôtres, c'est-à-dire que je l'ai connu à l'UJP, l'Union des Jeunes Oui, pour le Progrès, et j'ai même connu son père, Alain, qui était chargé au RPR à l'époque de tout ce qui était redécoupage électoral. question électorale et Voilà, qui a été député assez longtemps de la du deuxième Cantal. circonscription du Cantal. C'est Ouais. ça, c'est ça. Bon, c'est très troublant. D'abord, oui, complètement inattendu, évidemment. Mais bon, il semblerait que il y a eu une affaire personnelle qui l'aurait bouleversé. Enfin bon, il y a une enquête de toute façon. Il y a une autopsie, évidemment. Enfin, une autopsie de manière comme ça. Mais il y avait manifestement des signes qui semblaient donner l'impression qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Bon, il y a une enquête. Bon, en ce qui concerne la plainte du PNF, c'est pas compliqué à comprendre. Est impliqué dans cette affaire Monsieur Emmanuel Macron, à titre personnel, qui se trouve être président de la République jusqu'en 2026-27. Donc, il est protégé. Donc, l'enquête est arrêtée. Bien sûr. Pierre-Yves Rougeron, votre réflexion justement sur le... Pardon. Alors, je crois qu'on a perdu Pierre-Yves Rougeron. Alors, nous continuons justement sur la question justement Alstom. D'une façon plus générale, Pascal Masse, on est dans le domaine international. Est-ce que ça suppose qu'il y a de façon plus générale un problème justement avec la présence d'Emmanuel Macron et la vente successive des fleurons français et justement l'absence de contrôle, alors que justement on s'était doté d'outils certes insuffisants comme la loi Florent justement pour conserver des actifs, voire éventuellement exercer des nationalisations temporaires. Alors, bon, force est de constater que toucher au dossier Alstom, ça porte pas chance. Que ce soit Frédéric Perucci qui s'est retrouvé dans un cachot américain jusqu'à ce que... Alors, j'ajouterais également qu'il y a il y a une intervention notamment du député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale qui a affirmé avoir été victime d'une agression en pleine nuit. On lui a mis un couteau pratique sur la tête et il a retrouvé son domicile cambriolé. Ça, je vous invite à retrouver l'intervention de Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale. Son domicile cambriolé, pas d'effraction, et de l'argent qui était en position qui n'a pas été dérobé. Il est, paraît-il, allé à la police, on l'a dit que c'était les gitans. Il a dit que c'est la première fois qu'il voyait des gitans qui cambriolaient sans prendre de l'argent. Les gitans, pas plus que tout le monde d'ailleurs, hein. Pas plus que d'autres prendre de l'argent. Mais en effet, Jean-Philippe Tanguy, qui était à l'époque, je crois, un des bras droits de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'était intéressé à l'affaire Alstom, et a affirmé en pleine séance de l'Assemblée nationale qu'il avait été également, lui, victime gravement de menaces. Je maintiens, force est de constater qu'Alstom ne porte pas bonheur. Bien, alors nous continuons. Pierre-Yves Rougeron, nous avons visiblement perdu Pierre-Yves Rougeron, nous essayons de le retrouver par la suite. Alors nous passons au thème suivant de cette élection, qui est la motion de censure contre Ursula von der Leyen. Alors une motion de censure, pour la première fois, a été déposée, pour la première fois de cette mandature 2024-2029, a été déposée contre la Commission européenne. C'est une motion contre la Commission européenne. Il faut savoir, non seulement Ursula von der Leyen, mais l'ensemble des 27 commissaires romains, puisque la Commission européenne est un organisme collégial. Alors, elle a été posée par la signature notamment de députés membres du groupe ECR, conservateurs et réformistes. Elle a été signée par 72 députés, dont notamment les députés du Rassemblement national, Sarah Knafo, les députés français ECR, c'est Marion Maréchal Le Pen et ses alliés. Et il faut rappeler quand même que de façon assez bizarre, les textes européens sont ainsi faits, c'est que normalement, lorsqu'on vote une censure, il faut la majorité des députés, si ce n'est peut-être même la majorité du député en nombre de sièges. Mais là, les traités européens ont quand même donné une préférence à la Commission, puisqu'il faut certes une majorité absolue des députés en nombre de sièges, mais il faut également une majorité une majorité des 2/3, notamment des votants, ce qui paraît pratiquement inatteignable quand on connaît notamment la configuration du Parlement européen. Alors, question qu'on se pose également, c'est qu'on a vu qu'on va s'intéresser au côté français,
Il y a ceux qui ont repoussé la motion de censure, qui ont voté contre, hein. C'est-à-dire le groupe socialiste de M. Glucksmann et le groupe Renew, le groupe macroniste, ont voté contre également, entre autres, M. Bellamy et les représentants LR. Je crois qu'il y a 2 LR qui n'ont pas voté contre. Je crois que c'est le général Gomard et Céline Imar, non, un député dont le nom échappe qui était LR, mais qui est passé, je crois, à l'UDR d'Éric Ciotti, qui n'a pas... sont abstenus. Voilà, pardon, c'est M. Castillon, je crois, qui sont abstenus, et ont voté, bien sûr, la censure, les députés du Rassemblement national, ceux de ECR, et la députée Europe des Nations souveraines, Sarah Knafo. Est-ce que Malika Sorel a voté ? Alors, Malika Sorel, d'après ce qu'on m'a dit, n'a pas voté contre la censure. Elle s'est abstenue. D'ailleurs, on l'a vu, paraît-il, dans un aparté assez cocasse, que je trouve pour ma part assez lamentable, dans les couloirs, avec Rima Hassan, d'ailleurs, juste après. Voilà, chacun en tirera les conclusions qu'il vaut, comme quoi la trahison est quelque chose qui s'exerce assez rapidement. On a aussi une photo de Manon Aubry embrassant chaleureusement. Ça, c'est bien connu. N'oublions pas que les députés de la France Insoumise, j'allais y venir, n'ont pas voté la censure, bien sûr, avec souvent prétexte également, montrant qu'on est véritablement dans une configuration, je crois, d'un système européiste qui va de la France Insoumise à LR. Et notons également que la partie la plus importante du groupe ECR, c'est-à-dire Fratelli d'Italia de Madame Meloni, n'a pas voté la censure et même n'a pas présenté. Je rappelle qu'elle émane de députés ECR polonais, mais pas de députés italiens, alors que les députés de la Ligue, eux, non seulement ont signé la présentation de motion de censure, mais l'ont voté, mais que Madame Meloni également, visiblement, est elle aussi à son tour absorbée dans ce que j'appelle le tourbillon des intérêts de Madame von der Leyen. Alors je vais interroger notre ami Pierre-Yves Rougiron qui connaît bien ces questions. Quelle est, Pierre-Yves, quelles sont vos conclusions? Quelle est votre attitude à l'égard du vote de cette motion de censure? L'avantage, c'est que ça lève une hypothèque. C'est que les gens qui ne connaissent pas le système européen plaquent la culture des parlements depuis le 18e sur le Parlement européen. Bon, j'y étais en poste, vous aussi mon cher François, donc nous, c'est des lieux qu'on connaît, et quand on a une connaissance historique de ce qu'est un parlement, dès qu'on entend le Parlement européen, on rigole. Il faut, si vous voulez, ce n'est pas pour rien que les anciens grands dissidents soviétiques, quand ils sont pour la plupart soit rentrés en Russie, soit ils ont tiré la sonnette d'alarme sur l'européisme. Je rappelle que particulièrement pendant le référendum de 2005. Ils l'avaient très bien compris. Et ce n'est pas pour rien que parmi les meilleurs connaisseurs du système européen, il y a beaucoup de soviétologues ou d'anciens soviétologues, je pense à Condoleezza Rice particulièrement, c'est que ce n'est pas l'équivalent d'un parlement comme l'est la Chambre des communes ou comme l'est l'Assemblée nationale française. C'est l'équivalent d'un soviet suprême. Je rappelle qu'on votait en Union soviétique, mais on votait pour les déclinaisons du parti unique. Là, vous êtes en face de ce que Michel Onfray appelle, avec un petit clin d'œil, le PMU, le parti maastrichtien unifié. Donc, il est tout à fait normal que les attributs d'un régime parlementaire, si vous voulez, des attributs réels, c'est-à-dire l'iségorie, l'accès à la parole, tout ça n'existe pas dans le monde européen. La viabilité d'une motion de censure, tout ceci était du théâtre. Van der Leyen ne pouvait pas tomber. De toutes les manières, quand bien même le pourrait-elle, elle n'est que l'émanation d'un système européen germano-centré, donc ceux qui lui auraient potentiellement succédé n'auraient été de la même eau. Là, l'avantage, c'est que ceux qui pensent pouvoir espérer d'une prison qu'elle vous trace un chemin vers la sortie, au moins ils se rappelleront avec l'échec de cette motion de censure que en Union européenne, on repeint la couleur des barreaux. On ne fait rien d'autre, surtout pas dans l'institution du Parlement européen, qui n'est rien de plus qu'un grand soviet suprême et qui est intrinsèquement européiste par nature. C'est la première révélation de ce vote et j'en suis très content. Et je suis très content que nous puissions enfin, parce que
beaucoup de médias de droite se sont volontairement illusionnés sur Madame Meloni. Voir la réalité de ce qu'est Madame Meloni. Bon, ceux qui connaissent les chiffres de l'Italie ne sont pas surpris, puisque le mélonisme, c'est très largement du flanc. Je vous le rappelle qu'elle a annoncé qu'elle avait fait augmenter le PIB par habitant, ce qui est tout à fait vrai, vu que la population baisse en Italie. Donc, c'est une manière d'augmenter le PIB par habitant, c'est de liquider le nombre d'habitants. Donc, le mélonisme était de l'escroquerie jusqu'au bout. Et bien maintenant, beaucoup de gens qui se sont illusionnés volontairement ont du mal à le nier. Voilà, il faut quand même rappeler que le gouvernement italien sort gagnant-gagnant du pacte de relance européen. Je rappelle que grâce à Emmanuel Macron, grâce à, entre guillemets, Emmanuel Macron, les Français vont y être au final, en net, pour 40 milliards d'euros de leur poche, entre ce qu'ils vont donner à l'Union européenne et ce qu'ils vont recevoir. Et si ma mémoire est bonne, je crois que l'Italie, record, va recevoir 70 milliards d'euros, il me semble. Alors, je ne sais pas si jusqu'à là. Et ce qui va, en bonne partie, à mon sens, aider l'Italie dans 2 ou 3 ans à non seulement assainir ses finances publiques, mais à avoir des scores meilleurs. Elle a des scores meilleurs que la France aujourd'hui, sauf sur le ratio de la dette. La France est à, je crois, presque 120. L'Italie est à 135, la France à 117, 118. Et à ce rythme-là, grâce notamment à la manne européenne, l'Italie va faire des meilleurs scores que la France. Dans tous les domaines, la France sera le cancre de l'Europe. Voilà, ce sera le bilan d'Emmanuel Macron pour son véritable projet. Nous sommes d'accord avec vous, cher Pierre-Yves, quand il va présenter sa candidature au poste de super président européen, comme il l'espère. Alors, oui, vous vouliez intervenir. Juste un point. Il y a un point sur lequel l'Italie est si vous voulez, l'Italie et lanterne rouge, c'est quand même l'accroissement du PIB par an où elle est derrière la France. Mais elle est derrière la France depuis 20 ans. C'est-à-dire, tous ceux qui connaissent l'économie italienne a été cassée au passage à l'euro, mais cassée. C'est-à-dire que l'Italie est un pays qui ne crée pas de richesse. Là, ce que fait Madame Meloni, c'est quelque chose d'assez terrible et qui, dans l'histoire italienne, a déjà eu un précédent fâcheux. C'est-à-dire que, en échange des bonnes grâces de Berlin, et ça, elle l'a reconnu publiquement, vu qu'elle veut que le secteur de la défense italienne aide l'Allemagne à liquider le Thales, Dassault, etc. C'est-à-dire que Meloni fait le choix de devenir le premier lieutenant de l'Allemagne. Bon, c'est un choix que l'Italie a déjà fait, qui lui a coûté très cher, mais a priori pas assez. Et malheureusement, je crois que les Italiens vont avoir un très très mauvais réveil. Mais là, pour l'instant, parce que les médias européistes, et cher François, vous l'avez observé, comme tout le monde l'observe, ne font que dire du bien d'elle, alors que je rappelle qu'elle a fait venir 1 million d'immigrés en 3 ans. Enfin, de façon légale. Elle a fait un appel, d'ailleurs, je crois, à 1 million d'immigrés, notamment d'immigration de travail, officiellement. Bien sûr, elle a réussi à trouver la recette magique pour régler l'immigration, c'est-à-dire qu'on avait une immigration illégale, une immigration légale, légalisons-les tous, comme ça il n'y aura plus d'illégaux. Eh bien, je vous le dis sincèrement, élisons Olivier Besancenot, qui a eu cette idée avant Madame Meloni. Monsieur Besancenot s'est réveillé fasciste italien. Ça doit lui faire chaud, le facteur de l'LCR. Ce qui n'est ni plus ou moins... Voilà ce qu'était l'héroïne que toute une droite nous a vendu pendant plusieurs années. J'espère que maintenant, ce gag leur est passé. Rappelons ni plus ni moins que tout ça n'est que la résultante du pacte sur l'asile et l'immigration. D'ailleurs, que M. Retailleau, dont M. Retailleau a dit qu'il était en partie ministre de l'Intérieur, entre autres, pour pouvoir l'appliquer le plus vite possible. Je rappelle que le pacte asile et immigration, c'est cette baguette magique qui transforme l'immigration irrégulière en immigration régulière et qui en plus oblige, notamment c'est ce que j'appelle la politique de l'entonnoir, aux pays qui ne voudraient pas à accepter l'immigration, ce qui est encore une fois une perte de souveraineté déguisée dans des domaines qui auraient dû rester du régalien. Et encore, mon cher, c'est que bientôt des pays qui acceptent de payer parce que ces pays s'appauvrissent, du moins relativement, vont être obligés de force de les prendre pour des problèmes démographiques évidents. Et le patronat européen pousse à la roue, tout le monde pousse à la roue. Bon, voilà, nous avons, je me rappellerai toujours, il y a 10 ans, j'avais fait une communication qui s'appelait vers la Tsiprasisation des droites européennes. Parce que n'a-t-on pas entendu quand Tsipras a trahi son peuple ?
nous on ne fera jamais ça, blablabla, blablabla. Eh bien depuis on a eu Kunz, on a eu Salvini, on a eu Meloni, on a eu Wilders, on a eu Orban. Donc je crains que une partie des gouvernements de droite européennes, des droites européennes, auront le sang de leur peuple sur les mains. J'en suis intimement persuadé. Sur Orban, c'est pas tout à fait le même jeu, parce que je crois qu'il est en porte-à-faux, et Wilders a eu un certain nombre de problèmes avec l'Union européenne. Pascal Mas, vous vouliez intervenir sur cette question de la motion de censure ? Alors, non, sur Mélanie, parce qu'il y a une chose, au moment où on commence à s'agiter en France sur la question du budget, qui va arriver à discussion parlementaire à la rentrée, les journaux économiques et les instituts affirment avec catégorie que aujourd'hui, l'Italie et aussi la Grèce empruntent sur les marchés internationaux moins cher que la France. Ce qui veut dire que des pays qui ont été dans une situation économique très 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 difficile, même à la limite de la faillite, je parle pour la Grèce, se retrouvent aujourd'hui plus crédibles que la France. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter ni les commentateurs économiques, ni les journalistes, et encore moins les parlementaires, évidemment. Bien sûr, enfin, moi je pense, on va terminer là-dessus, que de toute façon, il y a un certain nombre de personnes qui ont intérêt à ce que la France soit dégradée. Je pense que dégrader la France, c'est tout simplement projeter sa mise sous tutelle par les instances internationales, par une troïka dans laquelle il y aurait, vous le savez, la banque, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne. Et tout sera se replier. Je sais que le rêve d'Emmanuel Macron, formule que nous partageons, cher Péry, c'est de rendre la France ingouvernable de l'intérieur pour la faire gouverner de l'extérieur. Je crois que les choses sont beaucoup plus simples. Et moi, en tout cas, je suis tout à fait persuadé que le projet d'Emmanuel Macron, la France n'est qu'une étape, comme pour Jean Monnet, l'Europe n'était qu'une étape vers la gouvernance mondiale. Et Emmanuel Macron rêve en effet de se voir à la tête d'une Europe qui obérait aux critères, notamment du rapport Verhofstadt, un nouveau traité avec une fusion de la Commission et du Conseil, ce qui voudrait dire en fait une absorption du Conseil par la Commission et la fin même, du vote à l'unanimité, un super président. Et pour donner des gages à ça, Macron a besoin de vendre la France à la découpe. C'est le projet qu'il a pour moi, il n'en a pas d'autre. Nous passons aux questions suivantes, alors justement qui sont liées également aux questions européennes. C'est la politique commerciale de Donald Trump. Alors, on a vu un Donald Trump, vous savez, souffler le froid et le chaud. Moi, je pense que la politique de Donald Trump est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle saute de la logique libre-échangiste de l'OMC et qu'on sait que Donald Trump veut revenir, on sait, à des accords entre pays. Ce qui, d'ailleurs, contredirait le fait que la politique commerciale internationale soit une compétence exclusive de l'Union européenne. Et Donald Trump promet en effet même, il me semble bien d'ailleurs, avec les nations européennes, un certain nombre notamment d'accords différentiels en fonction de tarifs. Alors on sait déjà que le Brexit a été en cela profitable, contrairement à ce qu'on raconte aux Britanniques, qui ont conclu eux leur accord, qui est un accord d'ailleurs assez avantageux avec les États-Unis. Et Donald Trump là a une politique commerciale offensive. Alors il va même jusqu'à remettre ce qui était un dogme, le Canada. C'est-à-dire que le Canada, il y avait pratiquement, vous savez, une liberté de commerce entre les deux, des hommes comme des biens et des services. Et là, il veut taxer à 35% notamment le Canada. Après tout, le Canada de M. Trudeau et du nouveau Premier ministre, dont le nom m'échappe, assez pâle, un Trudeau plutôt pâle d'ailleurs, palichon, qui lui a succédé, paye en quelque sorte aussi leur prise de position qu'ils ont eue contre l'administration Trump. Alors, Pierre-Yves Rougeron, votre opinion, votre vision, et comment concevez-vous cette politique commerciale de Trump, du moins dans sa matrice, dans sa façon de faire ? Mettons-nous à la place de Donald Trump. Donald Trump arrive dans un pays qui est largement désindustrialisé, qui a utilisé pendant des décennies les accords de libre-échange sur modèle britannique pour être des substituts à l'action militaire et à l'action, disons, coloniale. Vous avez par exemple le cas du Canada depuis 2 siècles, qui est très bien expliqué dans un ouvrage qui s'appelle Dans les griffes de l'aigle, qui sont comment même les congrès des États-Unis a négocié des accords avec le Canada tout simplement pour l'annexer économiquement. Et en réalité, c'est une vieille méthode anglaise, envoyer les marchands pour ne pas avoir envoyé la canonnière.
et qui a plutôt bien réussi à l'Empire britannique, moins à l'Empire américain, il faut être honnête, dans les dernières années. Le problème, c'est que les démocrates se sont mis à croire, et les Rhinos aussi, alors Rhino pour nos auditeurs, c'est Republican in name only, c'est-à-dire des gens de droite molle, se sont mis à croire aux vertus du doux commerce. Bon, très bien. Or, le doux commerce, je le rappelle, je suis un élève de Paul Béroc et Jacques Sapir, donc j'en démordrai pas, que le libre-échange, ça fait des hommes riches mais des États pauvres. C'est-à-dire que ça fait des verrotiers très riches, mais ça fait du développement très limité. Or, Donald Trump s'est rendu compte que ce libre-échange avec des pays à bas coût avait avant tout avantagé le pays dont le salaire horaire est devenu la norme de référence internationale, c'est-à-dire la Chine. Eh bien, Donald Trump arrive dans un pays qui a deux besoins, réindustrialiser et de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la seule vraie carte qu'il ait économiquement, en plus des très hauts secteurs de pointe, qui est d'avoir un peuple qui consomme beaucoup et donc d'avoir un marché dont personne ne peut se passer. Eh bien, il leur dit maintenant, c'est terminé les conciliabules multilatéraux qui se font sur le dos de ma population, vous allez tous cracher au bassinet, et ceux qui... il y a là deux types de cibles. Il y a des cibles de rééquilibrage pour la réindustrialisation, donc ça vise un peu les bagnoles allemandes, mais aussi les unités de production en Asie. Et il y a d'autres cibles qui sont de la contorsion politique. On voit par exemple les 50% de douane, alors que la moyenne est à 30% dans ce que Donald Trump a annoncé, qui frappe le Brésil. Ça, c'est par rapport à l'épuration anti-trumpiste qui a lieu, vu que tous les proches de Bolsonaro sont en train d'être frappés de manière plus ou moins légale dans le pays. C'est ce qui va frapper le Canada pour des raisons énergétiques, c'est-à-dire que l'Amérique entend bien utiliser énergétiquement le Canada. Ça va certainement frapper certains États européens, c'était la fameuse affaire du Groenland, parce que l'Amérique a besoin d'énergie, et l'Amérique, parce que tout simplement, comme le dirait très bien Charles Gave, l'économie c'est de l'énergie transformée, et l'Amérique a besoin d'encore plus d'énergie pour réindustrialiser son territoire. Et pour ça, elle a utilisé la meilleure carte, qui est le ticket d'entrée dans un marché dont nul ne peut se passer. Je trouve ça extrêmement malin de la part de Donald Trump, parce qu'il sait très bien dans ce cadre-là que, vu la taille du marché américain, il doit jouer l'unilatéral et pas le multilatéral, qui a tendance à diluer des États comme les États-Unis. Oui, alors rappelons une chose, c'est que le multilatéral, comme par hasard, c'est le terrain de jeu de prédilection de la Chine. La Chine se réclame toujours du multilatéralisme. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une logique de conquête des organisations internationales, singulièrement de l'ONU, de l'OMC, où elle était d'ailleurs admise de façon tout à fait incroyable en 2001 par Bill Clinton. Ensuite également, ça me rappelle un petit peu la stratégie japonaise des années 80, qui inondait le marché, mais qui, chez elle, trouver des moyens de protectionnisme. Par exemple, il paraît qu'au Japon, dans les années 80, il y avait même des parkings qui étaient réservés aux voitures japonaises, qui contractaient son marché intérieur et qui a pu réindustrialiser. Ensuite, c'est peut-être l'abandon, la crise du Japon s'explique par des facteurs démographiques, mais également par un abandon industriel à la Corée du Sud, à la Thaïlande, à Singapour et à la Chine, bien sûr, en grande partie. La crise japonaise peut s'expliquer par là. Pascal Mas. Oui, la Chine fonctionne effectivement en relation bilatérale, sauf dans certains cas. Par exemple, les BRICS. Vous savez, l'un et l'autre, que c'est mon domaine de prédilection. Le sommet au Brésil s'est terminé la semaine dernière. Cette semaine. Il n'y a pas eu d'annonce tonitruante. Cette fois-ci, c'était pas un sommet fondateur comme celui de Kazan l'année dernière. Mais la Chine est très attentive à certains organismes regroupant différents pays. Mais c'est plutôt dans le cadre d'un regroupement géographique. Je pense à l'ASEAN, qui l'intéresse beaucoup parce que l'Indonésie est rentrée dans les BRICS et que les pays de l'ASEAN sont en pleine expansion. Je pense au Vietnam en particulier. Le Mercosur, avec lequel l'Europe a des difficultés. Or, la Chine... L'accord a été signé par Ursula von der Leyen, et notamment dans la motion de censure, il y avait notamment une attaque assez justifiée sur le fait que Ursula von der Leyen avait signé le Mercosur, et également sa tentative de scinder
l'accord en deux pour qu'il ne passe pas par le filtre du Parlement européen et des parlements nationaux surtout. Mais la Chine ne fonctionne pas toujours en bilatéral. Ça peut être aussi dans le cadre d'un groupe de pays. De toute manière, il faut bien comprendre que la Chine ne travaille que pour elle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut être que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, les intérêts de la Chine sont les intérêts de la Chine et de personne d'autre, comme autrefois les Anglais. Bon. Donc, la politique commerciale de Donald Trump, vous l'avez très bien expliqué, Pierre-Yves et François, c'est la politique Made America First. Made America Great Again. C'est les États-Unis, les emplois de mes citoyens avant tout le reste. Personne n'interdit aux autres de le faire. Bien sûr, alors pour continuer sur la politique commerciale de Trump, il y a notamment une position vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, on sait que sur l'Union européenne, Trump a une politique assez offensive, mais moins offensive que par rapport à la Chine, par exemple. Alors, pour parler de l'Union européenne, est-ce que Donald Trump peut arriver, alors ça paraît difficile, à essayer de saucissonner notamment la politique commerciale européenne et à proposer notamment des accords différentiels par pays? Il me semble que ça a été proposé. Pierre-Yves Vaugiron, est-ce que vous avez des éléments sur cette question? Alors, évidemment, nous sommes totalement retraités. Les traités sont fondés sur la privation du commerce international, sur l'expropriation des États du commerce international. Donc c'est très clair, c'est une compétence que l'Union européenne ne peut pas lâcher, parce que là on est au cœur des 4 libertés qui sont le cœur nucléaire du traité. Donc, et ce depuis le traité de Rome. Donc ça, si vous voulez, les eurocrates lâcheront pas ça. Ça signifierait la mort de la structure. Or, Donald Trump, et c'est là où il y a une vraie inflexion américaine, c'est que Donald Trump n'est pas loin de le proposer. D'ailleurs, l'un des premiers États à qui il l'avait proposé, rappelez-vous, c'est la France. Je vous rappelle la visite à Macron, ou la visite de Macron à la Maison-Blanche, et nous avons eu de tout ce qui est sorti de cette visite, c'est que Donald Trump lui a dit, ça n'a pas été démenti par les services de la Maison-Blanche, lui a dit en substance, si tu pourrais réfléchir à la voix des Anglais, car l'accord avec nous qui suivrait serait très bénéfique pour la France. Tout simplement parce que il faut bien voir que vis-à-vis de l'Union européenne, Donald Trump a 2 objectifs. Et ce, depuis son premier mandat, mais c'est beaucoup plus vrai maintenant. Pourquoi ? Parce qu'avant, il était persuadé que l'Union européenne était avant tout une création américaine qui avait très mal tourné. Ce qui n'est pas faux, rappelons quand même le rôle majeur des États-Unis dans la construction européenne. Mais totalement, mon cher François, totalement. La seule chose, c'est qu'il en avait, je pense, il disait, bon, avant tout, l'Union européenne, ça nuit aux pays qui sont dedans. Bon, il suffit de lire d'ailleurs le premier livre blanc de la défense de Donald Trump. L'Union européenne fait l'objet l'Allemagne fait l'objet d'une ligne, l'Union européenne n'est pas citée, la France a un paragraphe entier rien que pour elle, et la Grande-Bretagne une sous-section à elle seule, ce qui, dans un document très ramassé, est déjà quelque chose. Or, pour Donald Trump, voilà, l'Union européenne, c'est une institution de la guerre froide, une espèce de poulpe cancéreuse. C'est triste pour ceux qui y sont, mais bon. Vu que l'Union européenne a été la principale organisation à lui casser du sucre sur le dos, à participer au lynchage international qui a eu lieu lors de l'élection de Joe Biden, à le poursuivre de sa haine et à humilier, je rappelle que J.D. Vance a été humilié 2 fois par les Européens, parce qu'on parle toujours de la réaction avec au sommet de la défense de Munich, avec l'autre qui se met à chialer, enfin c'était dramatique. Ce qu'on oublie, c'est qu'au sommet au salon Eurosatori précédent, J.D. Vance est venu, a tenu un discours tout à fait parallèle, et les eurocrates l'ont humilié, croyant que le camp démocrate et germano-américain allait repasser. Or, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une vraie inflexion dans la réflexion de Donald Trump, qui est de dire
l'Union européenne, nuit aux emplois aux États-Unis, mais ça c'est principalement l'Allemagne. Donc ça, on va attaquer le problème bien en tête, point 1. Point 2, l'Union européenne, il faut bien comprendre la pensée des hommes autour de Donald Trump qui diffère là pour le coup radicalement de la pensée américaine sur le dossier européen depuis les années 20 au moins. Je mettrai une exception dans le cas de Nixon, mais ce n'est pas l'objet ici. C'est-à-dire que l'Union européenne, oui, nous l'avons créée pour faciliter ce que François Asselineau rappelle très bien, ce qu'on appelle le stratagème des chaînes, c'est-à-dire attacher des pays ensemble pour les affaiblir et principalement affaiblir la Grande-Bretagne, la France et un certain nombre de rivaux. Mais aujourd'hui, Donald Trump se rend compte que dans une vie internationale où la Chine sera dominante, l'Amérique, pour la première fois de son histoire, doit arriver à conceptualiser le critère d'allié. Or, l'Union européenne dévitalise des pays dont l'Amérique aura peut-être besoin. La Grande-Bretagne, la France, peut-être d'autres. Et je pense que ça travaille assez lourdement une partie des conseillers de Donald Trump, c'est-à-dire que l'Amérique, pour que l'Amérique soit la première, continue à être la première, l'Amérique ne peut plus être seule. Parce que la Chine, et Pascal Mas l'a très bien dit, ne travaille que pour elle-même, mais elle sait utiliser les collectifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, le problème, c'est que l'Union européenne, parce que c'est une sorte de poulpe mondialiste qui dévitalise des peuples entiers, à la fin laissera l'Amérique seule, et une Amérique seule peut devenir une Amérique cible. Et je pense que c'est une vraie, je dirais pas que c'est une révolution, mais c'est quelque chose qu'à titre personnel, je n'ai vu aux États-Unis que dans la bouche du courant trumpiste. En 20 ans de métier, je n'ai pas vu d'autres types d'Américains, à l'exception de Pat Buchanan, mais ça nous emmènerait trop loin, avoir ce type d'avis. Merci Pierre-Yves Rougeron. Nous interrompons un moment pour le passage d'une information, s'il vous plaît. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Voilà, chers amis auditeurs, je vous rappelle également que Radio Courtoisie est une radio libre qui ne vit que grâce au soutien de ses auditeurs. Je voulais saluer d'ailleurs les messages que nous avons reçus d'un certain nombre d'auditeurs et donateurs par la même occasion. Un auditeur de Cherbourg, en Cotentin, dans la Manche, qui envoie 100 €. Étant un retraité isolé solitaire, je n'en vise pas un jour sans vous écouter. Quelle que soit l'émission et l'heure de diffusion, je suis très sensible par les mots de M. Bouclet et ne puis me fendre que d'un versement exceptionnel, en supplément de celui que j'envoie en décembre. Puisse-t-il vous aider à être auspicieux pour la radio ? Merci beaucoup, cher monsieur. Un auditeur de Paris, en ces temps difficiles pour la réinformation, veuillez recevoir ma modeste, qui envoie 15 €, ma modeste contribution. Mais comme le dit votre slogan, j'en avais assez d'écouter votre station en frauduleur. Vous faites un travail formidable et vos émissions sont très intéressantes. Bien, cher monsieur, vous avez cessé votre fraude. Je rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, y compris les personnes modestes qui arrivent à donner et que je tenais à saluer, et que ce sont les petits de rivières qui font les grands fleuves, comme le devient, nous le savons, Radio Courtoisie. Une auditrice de Paris qui envoie 150 €. J'aime beaucoup votre lettre d'information. Je vous adresse mon chèque de soutien. Merci à toutes vos équipes, celle du matin que j'apprécie énormément. J'écoute Radio Courtoisie depuis très longtemps avec toute mon admiration. Chers amis auditeurs, cher Pascal Mas, cher Pierre-Yves Rougeron, nous allons passer à l'étude également de dossiers peut-être plus grands, de dossiers de conflits notamment, et le conflit en Ukraine. Alors, cher Pascal Mas, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce que vous avez mentionné dans vos remerciements Fabien Bouglet, que nous avons le plaisir de connaître, vous et moi, et qui fait un travail formidable, notamment sur ce qui est l'énergie, et qu'on voit de temps en temps sur les antennes de CNews. Et dans le climat actuel, je lui conseillerais, s'il nous entend, de ne pas rester trop près d'une fenêtre. C'est un message dont vous avez l'entière responsabilité, cher Pascal Mas. Néanmoins, je tiens à souligner d'ailleurs, à recommander le livre de Fabien Bouclet, notamment La guerre de l'énergie, publié, je crois, aux éditions du Rocher, qui est extrêmement instructif. Alors, nous allons passer au conflit en Ukraine. Pascal Mas, on sait aujourd'hui que le conflit
semble figé, mais par contre, il y a des attaques de drones. Alors figé, c'est-à-dire sur les lignes de front, plus ou moins, mais qu'il y a des attaques de drones de plus en plus importantes, et notamment de la part de la Russie. Où en sommes-nous sur le théâtre d'opération? Alors, c'est pas figé du tout. C'est la l'Oxa qui est versée chaque jour du matin au soir sur les antennes françaises. C'est que la Russie est un pays nul, qui est même pas capable de prendre le dessus sur l'Ukraine, etc. Il faut quand même rappeler que l'Ukraine est armée jusqu'aux dents par l'OTAN, avec des conseillers, avec du matériel de dernier cri, tout ça. Néanmoins, l'armée russe, très courageusement, avance chaque jour et libère la totalité du Donbass sera certainement libérée à la fin de ce mois. Donc, c'est pas du tout figé. Et c'est la raison pour laquelle l'ex-président illégal depuis le 19 mai 2024, qui est encore appelé président, ou héros Zelensky, commence à s'affoler. Excusez-moi. Et il demande toujours plus d'argent, toujours plus d'armes, etc. D'autant plus que du côté américain, on commence à rechigner. Alors, non seulement au niveau de la Maison-Blanche, mais également aussi au niveau des électeurs de Donald, qui n'ont pas voté pour ça, qui n'ont pas voté pour que les États-Unis se désarment au profit d'une aventure dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et là, il y a aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la politique commerciale de Donald Trump vis-à-vis de l'Union européenne. Là, en matière de défense, ça serait plutôt achetez-moi du matériel militaire, mais débrouillez-vous avec le reste. Donc, on n'est pas encore arrivé à une solution pérenne. Toutefois, il y a quand même de grandes avancées. Il y a notamment des échanges de prisonniers. Il y a aussi des discussions qui se font parallèlement, alors par-ci, par-là, avec des interlocuteurs tiers dont nous ne connaissons pas en Europe. Ceux qui sont informés le savent, mais pas tout le monde. Il y a des interlocuteurs tiers qui font des médiations entre le régime kievin et la Russie. Pour le bénéfice de Donald Trump, faut pas se tromper, c'est que les États-Unis ne sortent pas des discussions sur le conflit ukraino-russe. Mais ça se fait pas de la même manière qu'il y a 3 mois, 4 mois. Pierre-Yves Rougeron, votre analyse sur les données du conflit actuellement? Alors, moi, un de mes amis, Charles d'Anjou, qui dirige propriétaire d'Omerta. Le média Omerta. Ouais. Et est allé en première ligne. Alors, je tiens à le dire pour nos auditeurs, parce qu'on dit que mes camarades Charles d'Anjou et J.S. Sommier, que j'admire beaucoup, mais que je connais moins, vont côté russe. Ils vont côté russe uniquement parce que, ils font des offres aux deux parties et il n'y en a qu'une seule qui accepte qu'on interroge ses soldats. Bon, les Ukrainiens ne voulant pas qu'on interroge leurs soldats, on ne peut pas relayer la parole d'une armée qui ne veut pas qu'on interroge ses hommes. Donc, le problème, c'est que moi, si vous voulez, voilà la manière dont je vois les choses. Rappelez-vous le tout début du conflit, donc en 2022, l'armée russe avance très vite. Très bien équipée, mobile, puis à un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête. Pourquoi? Alors que nous sommes encore dans des zones où il y a des Russes et des russophones. J'ose pas parler de ce sujet devant Pascal Mas, qui en est un éminent spécialiste, mais il faut quand même rappeler ce que peu de gens voient, c'est qu'il n'y a pas dans les zones d'Ukraine pro-russes et russophones, il y a aussi des Russes qui vivent là et qui ont toujours vécu là, russes. Bon, donc le problème, c'est qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les Américains ont mis à disposition les arsenaux de l'Alliance pour les Ukrainiens, parce que l'armée ukrainienne, qui a été réentraînée, réidéologisée, réarmée, le problème, c'est qu'elle a un problème de manœuvre dès le début. Elle manœuvre beaucoup moins bien que l'armée russe. Donc il fallait arrêter, il fallait soit négocier, c'est le moment où Zelensky négocie. Il est arrêté par Joe Biden, qui envoie comme Sherpa Boris Johnson. Vous vous rappelez? Bien. Et en même temps, que se met-il en place au niveau militaire? Il n'y a pas que les arsenaux de l'Alliance. Il y a tout le système de surveillance satellitaire américain, qui est quand même le système de surveillance satellitaire le meilleur au monde, qui permet de digitaliser le théâtre d'opération, ce qui permet à une armée ukrainienne qui manœuvre mal d'économiser
d'économiser ses défaites, tout simplement parce qu'elle tape au but grâce à ce système de surveillance qui, si elle ne l'avait pas, elle ne pourrait pas frapper l'armée russe. Bon. C'est ce qui fait que les Russes continuent à avancer. Ils savent très bien manœuvrer. Alors, ils ont une manœuvre archétypale qui est celle du chaudron, bon, peu importe, mais ils sont ralentis. Le problème, c'est que là, les Russes ont réagi très intelligemment. Alors, c'est dur d'un point de vue tactique, militaire, mais c'est très intelligent de dire, bon, vous nous voyez en temps réel, pourquoi pas ? On va mettre en place sur les 1200 km de la ligne de front un système qui est un système de hachoir à viande. C'est-à-dire que vous pourrez toujours nous voir, mais vous n'aurez plus d'hommes pour réagir. C'est ce que l'armée russe met en place. Et pour contrer ce système-là depuis 1 an, parce qu'il a fallu, je pense, 1 an pour faire le maximum de production pour pouvoir substituer, la Russie a substitué par des dronistes et des drones pour éviter les pertes. La Russie fait très attention à ne pas avoir trop tué. Et de l'autre côté, les Ukrainiens, eux, compensent ce hachoir à viande par les dronistes. Et en réalité, ça devient une guerre des drones, ce qui permet à l'Ukraine de se maintenir encore et de ne pas avoir à trop utiliser les saisies de population à l'ouest parce qu'elles deviennent politiquement intenables, mais ça n'aura qu'un temps. Enfin, si vous voulez, ce conflit, on le maintient alors que d'un point de vue tactique, il existe encore, mais d'un point de vue stratégique, il est plié. Que là, en plus, les Russes ont un avantage en négociation, c'est que Donald Trump veut s'écarter de ce conflit parce qu'il ne veut pas que les midterms, que les élections de mi-mandat qui sont maintenant dans quasiment 1 an, novembre 2026, ne porte là-dessus, alors qu'une de ses principales promesses de campagne était que ce merdier ne coûterait plus, ne coûterait pas d'hommes à l'Amérique, mais ne lui coûterait plus d'argent non plus. Donc voilà, les Russes ont un avantage très clair psychologique dans la négociation. Et là, je tiens à dire une chose, si ce conflit se maintient à un tel degré d'intensité qui se paiera du sang de l'Ukraine, il suffit de regarder une pyramide des âges ukrainienne pour en pleurer, les démocrates américains ont une responsabilité gigantesque, mais les Européens, en aboyant comme ils aboient, se sont fait des pousses au crime pour une guerre qui, en fait, d'un point de vue tactique, existe et est encore là pour un moment, mais d'un point de vue stratégique, est déjà certainement pliée. Merci. Pascal Mas, ou souhaitais ajouter ? Je voudrais ajouter quelque chose au niveau du moral des troupes, c'est le cas de le dire. Du côté russe, de nouveaux décrets ont été approuvés par le président Poutine et par le Parlement, permettant à des étrangers officiellement d'intégrer l'armée russe à la manière de notre légion étrangère à nous, française. C'est pratiquement copié. Le statut, c'est pratiquement le même. Du côté ukrainien, c'est pas la même chose. Non seulement il y a des pauvres garçons qui sont mobilisés de force, qui sont raptés par des milices bandéristes qui existent toujours, elles. Et il y a, par conséquence, beaucoup de pertes, parce que ce sont des pauvres types qui ne sont pas entraînés et qui ne sont pas motivés. Donc il y a beaucoup de désertions, et il y a beaucoup de pertes, et beaucoup de redditions. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ukraine n'a pas voulu récupérer des cadavres de ces soldats éliminés par l'armée russe, parce qu'ils ne voulaient pas avouer le nombre de types éliminés par l'armée russe. C'est un des sujets les plus abjects de ce conflit, il est là aussi. Bien, merci. Nous passons donc à l'autre, bien sûr, conflit brûlant, à peine plus loin, qui est à nos marges, qui est le conflit entre Israël et le Hamas sur la bande de Gaza. Alors, on est aujourd'hui, on passerait par une phase de négociation, une nouvelle fois par l'intermédiaire de l'Égypte, du Qatar, mais qui visiblement ne produirait pas une solution durable, ne mettrait pas fin au conflit, notamment mettre fin au conflit, c'est-à-dire de façon réelle, c'est-à-dire notamment mettre fin à la capacité de nuisance
du Hamas et au retour et faire en sorte que l'ensemble des otages, ceux qui restent hélas malheureusement les seuls qui restent vivants puisque plusieurs ont été tués, c'est avéré ou sont morts, et qu'aujourd'hui visiblement ce conflit dont il me semble que pour ma part un peu il recommence à se marginaliser. Pendant longtemps, jusqu'au 7 octobre 2023, le conflit du Proche-Orient, il ne préoccupait pas les personnes. Il semble même que Donald Trump, à mon sens, ne le considère pas comme un objectif majeur, puisqu'on a vu qu'après les bombardements, certes spectaculaires, mais à mon sens limités, et pas forcément opérants sur les sites nucléaires en Iran, la pression soit plutôt retombée sur les épaules du Premier ministre israélien. Pierre-Yves Rougeron, est-ce que vous avez une lecture semblable ou un peu différente ? Alors, nous sommes très proches, ce qui n'est pas rare, mon cher François, parce que ce qui m'apparaît évident, c'est que les Israéliens, je pense, ont mésestimé l'importance des accords d'Abraham pour les Américains. C'est-à-dire que la diplomatie américaine a fait, sous l'égide de Donald Trump, quoi qu'on en pense, un accord assez remarquable. C'est-à-dire que, utilisant le sentiment anti-chiite et la peur que l'Iran, comme puissance technologique, inspire aux puissances du Golfe, ils arrivent à la fois à maintenir ces pays qui ont quand même une grosse tentation vers les BRICS, pour certains d'entre eux, à équidistance entre les BRICS et les Occidentaux, et à dire à ces pays, maintenant il va falloir se normaliser avec Israël dans le gage de notre nouvelle alliance. Ça a été très intelligemment fait. Le problème, c'est que c'était à double sens. C'est que ça impliquait aussi qu'Israël se normalise comme État moyen-oriental. Et ça, je pense que Benyamin Netanyahou soit ne l'a pas vu, ce qui me surprendrait du politicien le plus rusé en politique internationale que je n'ai jamais étudié en 20 ans de métier. Puis lui, je le connais bien, je travaille dessus depuis que j'ai 17 ans. Donc, c'est un homme assez... un manœuvrier comme j'en ai très rarement vu. Soit il ne l'a pas vu, ce qui me surprendrait, soit il n'a pas voulu le voir. Et là, je pense que les Américains lui font savoir que l'Amérique a des buts de guerre au Moyen-Orient et que si la sécurité d'Israël sera toujours assurée, que Israël devait aussi faire un effort pour ne pas gêner les buts américains dans la région, particulièrement vis-à-vis de l'Iran, qui sont une normalisation sous lourdes conditions américaines pour des raisons strictement énergétiques, mais qui sont importantes aux yeux de la diplomatie américaine. Et c'est pour ça que là, il y a une pression sur Netanyahou, c'est-à-dire que on vous protège, on vous a sauvé, parce que il faut être honnête, les Américains ont protégé d'une déconvenue politique plus que militaire l'État israélien face à l'Iran. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout vous passer. Résultat, Benyamin Netanyahou se retrouve à front renversé, ce qui explique par exemple sa tentative immédiate, parce que le personnage est très doué pour ça, pour charmer Donald Trump, qui est en plus très rigolote, parce que Benyamin Netanyahou, qui je le rappelle est poursuivi par la Cour pénale internationale, envoie une lettre pour proposer Donald Trump comme prix Nobel de la paix. C'est le genre d'opération. On l'a bien donné à Obama alors qu'il n'avait rien fait pratiquement au début de son premier mandat. Alors. Et pire que ça, c'est qu'Obama a fait la guerre de la première à la dernière minute. Bien sûr, sans s'arrêter, en Libye, en Syrie, partout, etc. Mais vous voyez, Benyamin Netanyahou est très doué pour ses opérations séduction. Il en a fait plusieurs dans sa carrière, il sait très bien les faire. Mais là, je pense parce qu'il sait que le président des États-Unis a mis beaucoup de sa crédibilité en jeu pour l'État israélien, qui là encore rassure particulièrement la droite chrétienne sioniste dans l'optique des midterms, mais que néanmoins les États-Unis ont des buts de guerre au Moyen-Orient et que la sécurité d'Israël ne peut pas être le seul but des États-Unis sur toute la zone du Moyen-Orient. Et là, je pense que c'est pour ça que ça s'est revenu sur les épaules de Netanyahou. C'est certain. L'Israël est une carte majeure, mais ce n'est pas une carte exclusive, je crois, au Proche-Orient, sachant également qu'il y a le risque de voir l'Arabie Saoudite sortir. Et qui dit Arabie Saoudite dit aussi Émirats, Koweït et Bahreïn. Il n'y a que le Qatar qui ne rentre pas dedans. C'est-à-dire que, imaginons l'Arabie Saoudite qui a déjà rejoint les BRICS,
qui sortirait également au plan politique. Hein, l'accord, n'oublions pas quand même l'accord de Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était pas rien, c'est un camouflet pour la diplomatie américaine des démocrates à l'époque, et je pense que les États-Unis ont besoin de récupérer un certain nombre de cartes. Pascal Mas, votre analyse? Alors là, c'est plutôt dans le cadre de la situation intérieure américaine. Le mouvement MAGA est très déçu de cette aventure israélo-iranienne dans laquelle les États-Unis se sont impliqués. Parce que pour eux, c'était zéro guerre. C'est-à-dire pas un type, pas un missile qui part au nom du peuple. Not in my name. Ah non, pas en mon nom. Donc, là, Donald Trump se trouve face à une opinion publique déçue, parce que, bon, bah, évidemment, même si c'est un petit peu poussé par les événements, et bien sûr pour soutenir Netanyahou, alors que simultanément avaient lieu des discussions entre les États-Unis et l'Iran à Oman, le peuple américain, les gens qui ont voté pour Donald Trump ont des doutes. C'est assez fâcheux. Donc, de toutes les manières, il va essayer de se sortir de ce bourbier très très vite, parce que c'est pas du tout vous avez mentionné les midterm elections au mois de novembre de l'année prochaine. Il faut trouver une solution avant, parce que sinon, ça risque d'être assez effroyable politiquement au plan intérieur. Bien, alors nous allons continuer et parler d'un conflit qui est oublié mais qui n'est pas un meurtrier, puisqu'on parle de 5-6 millions, certaines analyses parlent de 10 millions de morts au Congo, notamment dans le Congo. Rappelons notamment qu'il y a une action quand même qu'on peut qualifier de particulièrement nocive du Rwanda de Paul Kagame, qui déstabilise grandement ce pays quand même dont il faut rappeler qu'il est le premier pays francophone au monde, 100 millions d'habitants. Hein, le plus grand nombre, la première nationalité en termes de francophonie, c'est la République démocratique du Congo, qui est également le pays chrétien et catholique d'Afrique. Il fournit un certain nombre notamment d'évêques, de cardinaux, qu'il a une importance stratégique au plan militaire, l'ancien Congo belge, l'ancien Zaïre, et que ce pays aujourd'hui est déstabilisé, fragmenté, avec un risque général, notamment sur l'Afrique des Grands Lacs, qui est une zone très sensible, très stratégique, assez morcelée, et l'Est africain, et un risque de déstabilisation. Alors on va commencer par vous, Pascal Mas, votre analyse sur le conflit actuel et les risques qu'il comporte. Alors bon, déjà, j'aime bien quand vous parlez du Congo. Moi, je dis toujours le Zaïre, parce que comme ça, on fait bien la différence entre le Congo Brazzaville, qui n'a absolument rien à voir. La République populaire, je crois, du Congo. Oui, mais c'est tellement populaire que je préfère encore garder le nom du Zaïre de M. Mobutu. Donc, c'est très grave, parce que là, on a affaire, en plus, à une déstabilisation anglophone. Je veux dire par là, c'est que Paul Kagame, le président tortionnaire et génocidaire du Rwanda, est soutenu par le monde anglophone et notamment par le Commonwealth. Et des liens assez forts avec Emmanuel Macron, il faut le savoir aussi, là aussi au passage. Voilà. Et oui, puisque la présidente de la francophonie est une Rwandaise anglophone. Donc, de mieux en mieux. Emmanuel Macron s'attaque non seulement à la France, mais également à la francophonie, à la France de plus large, dans ce qu'elle a de plus universel, en plus, il faut le savoir. Donc là, ont été conclus des accords absolument iniques entre le Congo, soi-disant populaire, démocratique, et le Rwanda sur la partie est, c'est-à-dire la partie frontalière avec le Rwanda, qui semble être carrément la vente d'une partie du pays à un autre pays. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Enfin, il y a toujours eu des accords pour les annexions, etc. Mais là, carrément, il s'agirait d'avoir vendu une partie du pays, du sud-est, du Zaïre, enfin, du Congo, comme vous avez dit là, mais au Rwanda, parce que c'est là où se trouvent les ressources. Enfin, il y a des ressources partout. Au Zaïre, c'est un pays, c'est un scandale géologique, c'est même un scandale du fait que ce pays soit pauvre, alors qu'il a sur son territoire toutes les richesses possibles de la terre. Mais là, l'Union européenne, puisque M. Macron ne parle jamais de la France, mais de l'Union européenne, s'en fout. Et les Anglais avaient même envisagé, avec le Rwanda, c'est pas peu dire, d'envoyer leurs migrants illégaux là-bas. Donc c'est pour dire quelle est la collusion entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Donc tout ça, ce sont des facteurs déstabilisants. C'est loin, ça donne pas l'impression que c'est grave, alors que ça l'est énormément. Il n'y a pas des millions de réfugiés rwandais ou zaïrois qui débarquent en France, donc on s'en fout.
Alors, il y en a en Belgique, vous pouvez y aller par contre, hein. Mais en France, tout le monde s'en fout. Donc, c'est vraiment, comme l'a dit François, c'est des millions de morts, mais dans l'indifférence générale. Alors Pierre-Yves Rougeron, je crois que vous avez été impliqué notamment sur la question du Congo. Je crois que vous avez invité Charles Onana. Je ne sais pas si vous avez été son lecteur, qui est un grand connaisseur et qui révèle un certain nombre de choses, notamment sur le régime rwandais. Votre lecture justement sur le conflit au Congo? Alors, moi, j'ai soutenu Charles, qui est un ami. Je soutiens tous les jeunes géopolitologues africains. Un autre homme qui est révéré pour son courage étant Patrick Mbeko. Mais il y a également énormément de dissidents rwandais qui sont en France, certains sont à l'étranger. Le pire, c'est que maintenant, nous avons eu, y compris grâce à un très courageux éditeur, grands éditeurs francophones qui sont l'Artilleur d'un côté et les éditions Max Milo de l'autre, nous avons eu énormément de grands livres sur le Rwanda, donc ce n'est pas l'ignorance invincible. Tout le monde, là maintenant, et grâce aux autres travaux, nous sommes sur Radio Courtoisie, donc comment ne pas parler des travaux pionniers et extraordinaires de Bernard Lugan, donc, bien sûr, qui était quand même expert. On salue ici tout particulièrement. Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, c'est plus ignorance invincible. Et pire que ça, je vais même, sans provocation, mon cher François, si vous me le permettez, je vais même rendre hommage à quelqu'un qui est un ennemi de la France, qui se revendique comme tel, mais qui est sur le continent africain et qui a reconnu face à la jeunesse africaine qui l'écoute, qui est Kémy Séba, la nocivité de Kagame, alors que sur sol africain, le FPR fait tuer. Oui, Kémy Séba qui n'a quand même pas toujours affilé des perles, hein, loin de là. Hein, voilà. Je suis bien sûr d'accord avec vous, mais sur ce dossier-là, il a été extrêmement courageux parce que Kagame n'hésite pas à faire tuer ses opposants, où qu'ils soient d'ailleurs. Donc, parce que le FPR a frappé ailleurs dans la zone, il a frappé ailleurs en Afrique. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, plusieurs pays, je pense aux Canadiens, aux Anglais particulièrement, alors là en ce moment avec Stiermer est une déjection de Tony Blair, donc Tony Blair qui est toujours aujourd'hui l'un des plus proches de Kagame, vu que Tony Blair travaille avec Kagame aujourd'hui comme conseiller. Je pense aussi à nos amis israéliens, je pense à quelques autres, soutiennent à bout de bras le Paul Kagame, qui a quand même un CV comme tortionnaire et comme boucher. Moi, si vous voulez, quand je vois que la Cour pénale internationale fait des pieds et des mains sur Poutine, sur machin, sur truc, et que personne ne va chercher Kagame, le monde entier paiera cette indifférence. Des millions de morts. Enfin, si vous voulez, alors certes, ce sont des Africains, donc tout le monde s'en fout. Mais si vous voulez, c'est absolument révoltant et révulsant. Or, là, il essaye de faire plier sur les zones où il y a le plus de matières premières, il essaye de faire plier la RDC. Or, nous aurions dû depuis très longtemps avoir des accords de défense mutuelle avec les plus grands pays francophones. Que nous avions, excusez-moi, je coupe, que nous avions avant. Nous avions 13 accords de défense, hein, je rappelle, qui ont tous été dénoncés, pratiquement tous, les uns après les autres. Tout à fait. Mais là, le problème, c'est que nous aurions dû les reproposer, nous aurions dû les valider. Et il ne faut pas oublier une chose, des soldats français qui sont salis perpétuellement par le régime de Kigali et qui sont des héros, parce que les hommes du général Tauzin, on peut parler du général Lafourcade et surtout de quelqu'un qui m'est très cher, parce que j'ai énormément d'admiration pour lui, qui est Jacques Hogar. Ces gens ont sauvé des milliers de Rwandais des mains des hommes du FPR, et qu'à un moment, ce qui sera certainement l'un des plus grands crimes néocoloniaux de l'histoire moderne finira par être étalé d'une manière ou d'une autre, car Paul Kagame, ne sera pas éternel, et je pense que beaucoup de pays, et heureusement la France n'en a pas fait partie, à l'exception de la personne, là c'est la personne qui est coupable, d'Emmanuel Macron, beaucoup de pays vont devoir porter la croix d'avoir soutenu certainement l'un des plus grands massacres de l'ère moderne. Merci Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup pour votre participation à distance, merci cher Pascal Mas pour votre présence. Chers auditeurs, bonne fin de journée, bonne soirée, et nous retrouvons, si vous voulez bien, dans 4 semaines. Vraisemblablement, ce sera Pascal Mas qui sera au micro, puisque moi je serai plutôt du côté de la Corse. Merci et bonne soirée à tous, à bientôt.